Les objets de notre quotidien sont des objets macroscopiques qu'on manipule quotidiennement. Ils contiennent un nombre de charges énorme, typiquement 10 puissance 20 ou plus. Il n'est pas question de faire des sommes discrètes avec 10 puissance 20 termes. Donc il faut qu'on soit capable aussi de définir l'énergie d'une distribution continue de charges. Alors ici, la première formule va poser aucune espèce de problème. Donc on définit une distribution de charge ρ, pas nécessairement uniforme. Ça peut être plus ou moins chargé à certains endroits du volume. À l'extérieur, pas de charge, c'est nul. Et l'idée ici, c'est classique, maintenant vous connaissez bien la technique, c'est qu'on part de la formulation discrète. Alors le 1,5, on peut le mettre dedans, peu importe. Ça, c'est pas possible pour un objet de ce type-là. On fait un découpage avec des volumes infinitésimaux. Alors, je les représente cubiques, mais ça, c'est un élément de volume d'étau. Je dis que cet élément de volume porte la charge élémentaire ρ fois d'étau. Et je dis que la somme discrète devient, en fait, une intégrale triple étendue à tout le volume de l'objet chargé de 1,5 de ρ fois d'étau, c'est l'équivalent de QI, fois V, et V, c'est le potentiel créé par l'objet, vu par la charge ρ d'étau qui est placée ici au point courant, potentiel créé par l'ensemble des autres charges. Mais comme d'étau tend vers 0, je peux assimiler le potentiel à V, potentiel que crée l'objet en entier. Donc voilà une première formulation qui est vraiment la traduction directe dans un formalisme de distribution continue de l'équation du système de n-charge. Alors, c'est une formule qui, bien sûr, est juste, avec laquelle on peut travailler, mais on aimerait bien disposer d'une formule dans laquelle l'énergie serait liée au champ électrique. Alors, il y en a une, il en existe une, et on va la démontrer. Alors, la démonstration, vous allez voir qu'elle est assez subtile, mais largement à votre portée. Vous pouvez parfaitement la comprendre. Et là, encore une fois, vous allez constater le pouvoir de la théorie, qui est un pouvoir absolument considérable, la force de la théorie, qui permet, en quelques lignes, d'exprimer une relation puissante qui met en évidence un nouvel objet, qui est la densité d'énergie électrique. Alors, allons-y. Donc, on va partir de cette formule et on va la transformer jusqu'à arriver à une expression de l'énergie qui dépend du champ électrique. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que quand on intègre sur le volume ici, V, on peut rapidement étendre l'intégrale à tout l'espace. Pourquoi ? Parce que si j'étends le domaine d'intégration à tout l'espace, de toute façon, ρ est nul à l'extérieur de l'objet. Donc ça, c'est une première reformulation qu'on va faire. Et on va insister sur le fait que c'est important parce qu'il y a une petite subtilité et il ne faudra pas se tromper dans la suite. Donc ici, j'écris que l'énergie, tout l'univers en fait, c'est 1,5 de ρ fois V fois d taux intégré sur tout l'univers et je n'ai rien changé parce que ρ est nul en dehors de l'objet lui-même. Pour faire apparaître le champ électrique, rien de plus simple, ρ, c'est l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Donc là, à la limite, je manipule symboliquement les équations et je remplace dans tout l'U, comme univers, je remplace ρ par epsilon 0 fois divergence de E. Ensuite, fois V, fois d taux.
Alors ici, on a un objet un peu curieux, enfin on a une expression un peu curieuse, divergence de E fois le potentiel. Et là, on va appeler à la rescousse nos amis collègues de maths qui nous fournissent généreusement des formulaires d'analyse vectorielle, c'est-à-dire c'est des formules, des identités remarquables qui portent sur les opérateurs différentiels que sont gradient, divergence, rotationnel et laplacien que nous verrons aussi un petit peu plus loin. Alors, cette formule qui est sortie d'un formulaire, on peut quand même un peu l'interpréter, même si il ne faut pas confondre intuition et démonstration. Si j'écris divergence de V fois E, on sait bien que la divergence, c'est un opérateur différentiel. Donc, ça ressemble à la dérivation. Donc, on a envie de dire, ben là, on a quelque chose du genre UV, U fois V, le tout prime. Au moins, qualitativement. Et UV', c'est U', V plus UV', en analyse classique. Ouais, sauf que divergence de V, ça ne veut rien dire, parce que V est un scalaire. Vous ne pouvez pas appliquer la divergence sur un scalaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on applique l'opérateur qu'on connaît qui porte sur un scalaire, c'est-à-dire c'est gradient. Donc on va écrire que c'est gradient V fois E, ça c'est donc le U'V, plus V fois divergence appliquée à E. Là, ça colle parce que E est un vecteur. Évidemment, ce n'est pas une démonstration, hein, loin s'en faut. Enfin, c'est mémotechnique. Et là, du coup, on a fait apparaître V fois divergence de E qui est dans notre intégrale. Du coup, on écrit que notre intégrale, ça devient maintenant l'intégrale d'une différence dans laquelle il y a divergence de V fois E moins gradient de V fois E. Donc ça donne la première intégrale. De toute façon, les deux portent sur tout l'univers, parce que l'intégrale d'une différence, c'est la différence des intégrales. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a ici 1/2 de epsilon 0, ça c'est le terme multiplicateur, la constante de multiplication, qui ne bouge pas, et ensuite, divergence de V fois E. Et ensuite, fois d tout. Donc là, je répète, hein, j'ai fait passer gradient V fois E dans le premier membre. J'ai du coup exprimé V fois divergence de E, et l'intégrale de ce bidule, là, ça donne une différence d'intégrale qui correspond à divergence de V fois E moins gradient de V fois E. Ça, c'est la première. Puis après, j'ai un moins, intégrale toujours sur tout l'univers, de gradient V. Mais gradient V, c'est quoi? E égale moins gradient V. Donc gradient V, c'est moins E. Le moins se combine avec celui-ci, et je vais avoir E, scalaire E, c'est-à-dire norme de E au carré, que j'écris de cette façon-là, et puis évidemment avec le 1/2 de epsilon 0 qui figure devant comme facteur multiplicateur. Et ensuite d tout. Et ça c'est bien parce que on a maintenant au moins un terme d'énergie. C'est bien. La somme, c'est une énergie, donc chacun des termes, c'est aussi une énergie. Et là, on a une énergie qui s'exprime en fonction de E. Donc, on est sur la bonne piste. Mais, il y a ce terme-là. Alors, ce terme-là, il demande un traitement à part entière. Donc, vous le mémorisez bien, vous le notez éventuellement sur vos notes pendant que vous regardez cette vidéo, parce que je vais changer de tableau. Et on va lui régler son compte. En fait, cette intégrale est nulle. Mais pour le démontrer, c'est un peu subtil. Et c'est là qu'il faut convoquer la théorie et la puissance fascinante du théorème de Green-Ostrogradsky. Alors, j'ai cassé le suspense. On va effectivement appliquer le théorème de Green-Ostrogradsky. Pourquoi? J'ai besoin d'un peu de place. Je n'avais pas prévu. Donc j'efface ici. Je la réécris, cette intégrale dont on va régler le compte. C'est... Alors attention, hein. C'est la somme intégrée sur tout l'univers, s'il vous plaît. C'est pas rien.
sais pas si vous avez déjà dans votre existence intégré sur tout l'univers connu. Donc de 1 demi de epsilon 0, ça c'est pas grave, c'est une pure constante multiplicatrice, il n'y a aucune espèce de difficulté. Et ensuite fois divergence de V fois E, fois D. Tout à l'heure j'ai cassé le suspense. J'ai dit qu'on allait convoquer Green-Ostrogradski. Parce qu'à la constante près, c'est une intégrale volumique de la divergence d'un champ. Je répète, intégrale volumique, tout l'univers, de la divergence d'un champ. Ça veut dire que c'est égal à l'intégrale de flux du vecteur à travers la surface qui enveloppe le volume d'intégration. Ça veut dire que ce bidule, c'est une intégrale du flux à travers une surface fermée. Oui, mais quelle surface? Eh bien, c'est la surface qui est déployée aux confins de l'univers. Je ne sais pas si vous vous imaginez. L'univers est grand, on ne connaît pas forcément précisément ses dimensions, mais en tout cas très grand. Et là, vous placez par la pensée une surface de Gauss aux confins de cet univers, et vous allez l'intégrer, cette intégrale de flux, enfin, vous allez calculer l'intégrale de flux sur cette surface que j'appelle le confin, ou les confins de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà? On ne sait pas, mais en tout cas, nous, on s'en fiche parce qu'on intègre là-dessus. Et là, du coup, vous avez V fois E scalaire ds. Là, je répète, c'est Green-Ostrogradski. L'intégrale de flux de E scalaire ds sur une surface fermée, c'est l'intégrale volumique de la divergence de E sur le volume qui est enfermé. Donc, on a exactement ici appliqué Green-Ostrogradski. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on est avancé? Ah oui, on est quand même avancé. Parce que cet objet-là, il a une extension spatiale finie. C'est un objet qui ne s'étend pas, ce n'est pas une droite infinie ou un plan infini, c'est un objet qui a une extension spatiale finie. Par exemple, une sphère chargée, mettons la planète Terre, ou même une étoile. Allez, une étoile. C'est une étoile, oui, mais vu du confin de l'univers, cette étoile est tout petit rikiki. C'est-à-dire que ça équivaut à une charge ponctuelle. Or, on connaît très bien le potentiel créé par une charge ponctuelle, et on connaît aussi le champ électrique créé par une charge ponctuelle. Ça veut dire que notre intégrale de flux devient égale, j'ai besoin d'encore un petit peu de place, désolé, j'ai mal calculé mon coût, ça veut dire que cette intégrale de flux égale, vous suivre, hein, c'est cette intégrale de volume qui devient intégrale de flux, qui devient égale à... Alors, quand on a une charge ponctuelle Q, c'est quoi le flux? Mais le champ ne dépend que de la distance, ces fameuses invariances. Donc c'est E, la valeur du champ, que multiplie 4pi r carré, avec r qui est la distance le rayon de ma sphère sur laquelle j'intègre. Ça veut dire qu'ici, on obtient V. Alors c'est quoi V? C'est la charge totale qu'il y a dans l'objet, divisé par 4pi epsilon 0 fois R, mais R, le rayon de l'univers, que multiplie Q, ça c'est pour le potentiel V, et maintenant que multiplie Q sur 4pi epsilon 0 fois R carré. Et puis ds, là, quand on intègre, on multiplie par la surface déployée de l'univers, c'est-à-dire 4pi r carré. Donc les 4pi r carré se simplifient ici. Il reste Q sur 4pi epsilon 0 fois R, mais avec R qui tend vers l'infini. Ça veut dire que cette intégrale est bel et bien nulle. Alors, encore une fois, il faut reprendre cette démonstration. Peut-être je me suis un peu emmêlé les crayons sur la fin. Je vais reprendre. L'intégrale de volume sur le champ, la divergence du champ V fois E devient intégrale de flux, donc de surface du champ lui-même. V, vu des confins de l'univers, c'est Q sur 4pi epsilon 0 fois R
avec R la distance entre votre objet chargé et les confins de l'univers. Le champ électrique, il est en 1 sur R carré, et la surface déployée, elle est en 4pi R carré. Donc c'est R carré se simplifie, mais ici il reste un R, et comme R est infiniment grand, finalement l'intégrale, la première là, qui me posait problème, elle est belle et bien nulle. Celle-là est nulle, on peut l'enlever, on lui a bel et bien réglé son compte. Donc finalement, je vais entourer ça comme ça, l'énergie d'un système de charge qui crée dans tout l'univers un champ électrique E est égale à l'intégrale de volume sur tout l'univers, c'est-à-dire partout où il y a du champ non nul, de 1 demi du epsilon 0 fois E carré fois d tau. Alors comme ça, c'est un volume élémentaire, le terme 1 demi du epsilon 0 E carré, on peut l'écrire ici, c'est ce qu'on appelle ici une densité d'énergie. Parce qu'on obtient une énergie en intégrant cette densité sur un volume macroscopique. Pourquoi c'est important d'intégrer sur tout l'univers? C'est parce qu'un objet, même spatialement localisé, comme une simple charge ponctuelle, crée un champ dans tout l'univers. Certes, il décroît en 1 sur R carré, mais il n'est jamais nul. Donc, c'est pas comme tout à l'heure où ρ était nul en dehors de l'objet. En dehors de l'objet, votre champ n'est pas nul. Et donc, vous ne pouvez pas vous contenter d'intégrer sur les dimensions de l'objet. Il faut bel et bien intégrer sur tout l'univers.